Sœurs et frères, chers résistants, compatriotes congolais, chers amis et chers ennemis, nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour accomplir la tâche qui nous a été imposée par l'histoire, à savoir nous organiser pour pouvoir sauver notre pays, le Congo. Il y a plus de 100 ans de cela, on dit que Léopold II rêvait d'avoir une colonie. Cette colonie, il l'aura, et ça sera le Congo. Cette colonie fera l'objet d'une tractation lors de la conférence de Berlin en 1884. La spécificité de cette colonie est une des clauses que l'on va retrouver d'ailleurs tout au long de l'histoire du Congo, dit une chose dans son article 11, que le Congo, c'est un espace qui devra être en réalité partagé par l'ensemble des puissances occidentales réunies à Berlin, que ces puissances occidentales, lorsqu'elles se retrouveront en guerre en Europe, pourront remettre l'espace qui leur est dévolu à une autorité qui sera celle de la Belgique, et cet espace se retrouvera être un espace neutre pour continuer à pouvoir exploiter le Congo. Depuis plus de 100 ans, le Congo a cette particularité d'être cet immense supermarché où toutes les puissances du monde peuvent venir se retrouver pour pouvoir faire une chose, vider le pays de ses matières premières. On peut dire avec Léopold II que ça a été le premier proxy de l'histoire par rapport au Congo. Ce proxy-là, on va peut-être d'une manière un peu moins brutale que ce que l'on vit aujourd'hui le retrouver avec un personnage comme Mobutu, qui va lui aussi servir les intérêts des Occidentaux au Congo. Et ensuite, nous aurons Laurent-Désiré Kabila et aujourd'hui Joseph Kabila, avec lequel nous expérimentons une des violences les plus inégalées par rapport à un pays, par rapport à une population. Cette violence-là, qui nous touche tous profondément, parce qu'on a vu les nôtres se faire assassiner, parce que plus de 8 millions de Congolais ont disparu de la surface de la Terre, nous venons aujourd'hui devant vous pour nous organiser, pour dire stop à ces tueries, pour pouvoir créer un mouvement de contre-pouvoir à ce qui nous est présenté donc aujourd'hui. Donc Likambo ya Mabele. Likambo ya Mabele, c'est un mouvement de plusieurs Congolais qui se sont réunis pour pouvoir apporter une alternative à la situation que nous vivons aujourd'hui. De toutes les expériences que nous avons pu vivre en tant que Congolais, aucune réflexion n'a montré jusqu'à présent ce contre quoi le Congo devait se battre, de quoi souffrait le Congo exactement. Et avec Likambo ya Mabele, nous voulons pouvoir apporter ces réponses-là, parce que nous pensons que si nous connaissons ce dont nous souffrons, nous serons en mesure de pouvoir apporter les réponses adéquates pour pouvoir retrouver un pays stable, où nous n'avons plus à déplorer des morts par millions. Nous avons choisi d'être un mouvement de rassemblement. Nous avons choisi de travailler ensemble, d'avoir une intelligence collective, parce que l'expérience du Congo, elle est autant semblable pour l'ensemble d'entre nous qu'elle est particulière parce que nous avons notre propre cheminement, nous avons nos propres formations qui font que nous regardons les situations selon l'angle qui nous est propre. Et il nous a semblé absolument indispensable de pouvoir nous mettre ensemble, de pouvoir mettre ces intelligences ensemble afin de pouvoir apporter une réponse à cette crise anthropologique que nous vivons dans cet espace nommé le Congo. Nous voulons dire au monde qui nous sommes, et pour ce faire, nous avons donc écrit un manifeste.
Pourquoi écrire un manifeste? Écrire un manifeste, c'est indiquer ce à quoi nous aimerions ressembler comme pays. C'est donner une orientation à nos actions. C'est le document qui nous permettra de nous rappeler qui nous sommes et ce que nous nous sommes engagés à faire dans les moments où la vie peut-être aura beaucoup plus de turbulences. Le manifeste que nous avons écrit, c'est un appel à nous réapproprier nos vies, à vivre de manière intentionnelle et indépendante. Pour ce faire, il importe de dire donc ce que l'on veut, ce que l'on est prêt à engager pour atteindre ses buts et ce sur quoi nous misons. Et ça, c'est notre programme Alikamwe Mabele. Notre programme s'axe en particulier autour de la solidarité. Cette solidarité nous pousse à vouloir assurer la survie du peuple congolais. Nous entendons par là défendre la vie et assurer la reproduction des ressources matérielles pour chaque Congolais. Nous voulons un ordre légal, social et politique qui protégera les Congolais et qui leur permettra de se concentrer sur la production de ce qui les aide à vivre, qui leur permet de vivre pleinement leur culture et de la perpétuer. Nous voulons également que les Congolais puissent protéger leurs frontières et qu'ils soient protégés à leur tour à l'intérieur même de ces frontières. Nous voulons aider les Congolais à se penser autrement que ce qui a été dit sur eux jusqu'à présent, dans le but de s'accaparer donc leurs richesses et leurs terres, trouve une autre expression. Nous voulons également que le monde parle différemment du Congo. Nous ne voulons pas qu'on essaie de nous mettre sur le dos des guerres ethniques, des guerres en fait qui ne sont pas la réalité de ce qui se passe sur notre territoire. Ce que nous proposons au fond aux Congolais, c'est un paradigme alternatif pour penser le Congo. Ce que nous voulons établir aujourd'hui au Congo, c'est une école de la démocratie, une école de la réflexion, afin que les Congolais puissent se réapproprier leurs terres, leur culture et leurs pensées. Donc pour ce faire, nous nous engageons à créer des solidarités nationales en RDC et internationales avec les Congolais de la diaspora, mais également avec d'autres groupes qui partageront notre analyse de ce qui se passe chez nous, qui partageront aussi des batailles contre le capitalisme en particulier, qui sévit de manière funeste sur ce continent africain, au Congo et dans le monde aussi. Ça, c'est ce que nous voulons faire chez l'Ikamwe Mabele. Nous appelons tous les Congolais qui se sentent épris de justice, bien sûr, mais qui sentent aussi qu'aujourd'hui, il s'agit de réfléchir le Congo, qu'aujourd'hui, il s'agit de pouvoir apporter des réponses adéquates à ce que nous vivons. Nous les invitons à venir nous rejoindre donc à l'Ikamwe Mabele pour participer avec nous à l'édification du Congo. C'est un message d'espoir que nous essayons d'amener ici, mais pas seulement d'espoir, un message également d'action où les Congolais pourront réfléchir main dans la main, pourront se réinventer eux-mêmes et réinventer le Congo dont ils rêvent peut-être. Donc ça, c'était notre invitation à l'Ikamwe Mabele. Je suis Bénédicte Djoko, la coordinatrice de ce mouvement, et je vais laisser la parole à Jean-Pierre Mbelou, qui est un de nos membres. Merci Bénédicte pour la parole. Merci pour ce rappel historique que vous venez de faire, tout en définissant les orientations de notre mouvement, qui se veut fondamentalement un lieu de la pensée. Un lieu de la pensée alternative, comme vous l'avez si bien dit, un lieu de la pensée historique, une relecture de notre histoire et que vous avez brossée en quelques lignes. Et vous avez bien fait de mentionner le fait que, à partir de 1884,
le Congo a été appréhendé comme un espace vague, un bien sans propriétaire souverain. Or, le Congo est d'abord et avant tout, pour nous, une terre-mère. Qui dit terre, mère, dit une terre qui donne la vie, une terre qui oriente, une terre qui permet l'identification, une terre qui ouvre l'être aux autres espaces, une terre qui appartient, qui aide l'être qu'elle porte à pouvoir être axé, à pouvoir s'orienter. Donc, il y a, quand nous parlons du Congo comme terre-mère à se réapproprier, nous voyons comme des êtres ayant appris à nous identifier à partir de cette terre-mère. Donc, qui dit terre-mère, dit enracinement, dit orientation, dit identité. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre des autres sans cet enracinement. Avant de pouvoir faire d'autres pas, avant de pouvoir nous orienter autrement, il y a toujours cette terre-mère qui nous porte, dans ma langue vernaculaire, qui est le Tshiluba, un enfant qui est né en dehors de sa terre-mère, on dit de lui que Moulela Moulouagne, même si il est né en ville, mais du fait qu'il est né en dehors de la terre qui permet l'enracinement et l'orientation, qui permet de créer le lien entre lui, ses aïeux et ses ancêtres, on dit Moulela Moulouagne. Il est né en brousse et pourtant il peut être né dans une grande ville. Alors, mais cette terre, nous avons aujourd'hui comme devoir fondamental, comme responsabilité citoyenne de pouvoir la protéger, de pouvoir la respecter, de pouvoir la cultiver. Pas la cultiver dans le sens de l'épuiser, mais de pouvoir en être des responsables historiques conscients. Ce qui se passe sur cette terre, comme vous l'avez si bien souligné, depuis 1884, c'est quoi? Les propriétaires de cette terre sont traités comme des moins que rien. Il y a une guerre perpétuelle qui leur est menée et qui n'en finit pas. Et ce qui arrive, c'est que, à force d'être pris par cette guerre perpétuelle, nos populations se déplacent, se déracinent, se désorientent, se dépaysent, c'est des axes. Quand on part de sa terre, non pas de son propre gré, mais parce qu'on est pourchassé par les charognards de tous bords, on tombe dans la désorientation. On tombe dans le déracinement. Donc, le Likambo Mabélé, c'est aussi cela. Nous dire comment lutter aujourd'hui contre ce déracinement forcé de ceux et celles qui estiment, depuis la nuit des temps, que cet espace ne convient pas aux Congolais et aux Congolaises. Depuis la nuit des temps, ceux et celles qui estiment que cet espace doit être enlevé aux Congolais et donné aux marchands. Or, une terre n'est pas une marchandise. Une terre est d'abord un lieu qui permet à ses fils et filles
de pouvoir s'établir, s'épanouir et nouer des relations qui promeuvent la vie. Vous savez, quand vous lisez par exemple le discours sur le colonialisme de Césaire, il rappelle que les maîtres provisoires qui ont arraché les Africains à leurs terres, les ont aussi arrachés à leur culture, à leurs dieux, à leurs esprits. Vous savez que sur cette terre-là, nos ancêtres faisaient entre autres ceci pour créer des espaces d'échange le soir. N'oublions pas que pendant longtemps, nous avons été un peuple de la tradition orale. Ils allaient dans la forêt couper les arbres pour pouvoir faire le feu. Et le feu qu'ils faisaient le soir, on l'appelle dans ma langue Diku. Mais Diku, c'est aussi la famille. Donc, la famille se constitue, se produit et se reproduit autour d'un feu, un feu fabriqué à partir des arbres qu'on va chercher en brousse. Et à certains lieux en Afrique, quand on avait coupé un arbre, on a replanté un autre pour éviter que la terre-mère ne soit appauvrie, pour éviter que la terre-mère ne soit déboisée. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est quoi? En dehors du fait que nos populations sont chassées de leurs terres, il y a aussi nos forêts qui sont attaquées. Nous avons aujourd'hui des peuples qui viennent acheter des hectares de nos forêts pour produire à partir de chez nous ce que nos frères et sœurs, ce à quoi nos frères et sœurs qui sont chassés, ce à quoi ils n'ont pas droit. Donc, une terre oriente, une terre enracine, une terre nourrit, une terre crée le diku, une terre crée la famille, et cette famille-là, quand elle s'agrandit, elle devient le chota, qu'on appelle en français la cité. Donc la cité se constitue autour des éléments de la nature, de la terre-mère, autour du feu, qui permet à ses membres de rester ensemble, de se raconter leur histoire passée et présente, de faire revivre leurs liens avec leurs ancêtres et leurs aïeux, mais aussi de réparer les dégâts que le diku ou le chota aurait connus. C'est ainsi qu'à un certain moment, quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui ne tournait pas rond au cœur d'une famille ou d'un clan, les membres de cette famille ou de ce clan se retrouvaient autour du diku, autour du feu, autour du chota, pour pouvoir réparer les différends. Donc, ce qui se passe chez nous, avec cette guerre perpétuelle, raciste et de prédation qui nous a été imposée depuis 1884, c'est quoi? C'est la destruction de l'identité de tout un peuple. On ne détruit pas tout simplement notre écosystème, mais c'est notre propre identité qui est détruite. Donc, la guerre qui nous est menée conduit à ce qu'on pourrait appeler une régression anthropologique. Vous ne savez pas bien rester chez vous, vous ne savez pas bien vous asseoir pour réfléchir, vous ne savez pas... Donc la tendance maintenant, c'est d'errer comme des nomades, de s'approcher à ce qu'on peut, d'où entre autres la multiplication de certaines églises de sommeil. Nos peuples désorientés, dépaysés, désarçonnés, et déracinés, cherchent de plus en plus ce à quoi s'accrocher. Alors, le Likama Mabélé s'engage, entre autres, à pouvoir archiver cette histoire. L'histoire de nos terres, l'histoire de nos cultures, l'histoire de nos civilisations, pour que demain, nos enfants puissent avoir des repères, des points d'appui, qu'ils ne puissent pas croire
que depuis toujours, ils ont été des errants, mais qu'ils puissent petit à petit apprendre que cette errance, c'est quelque chose de provoqué, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de pensé. Alors si nous voulons pouvoir lutter contre cette errance voulue et pensée, nous avons tout intérêt à gagner, à protéger et nos terres, mais aussi à gagner le terrain de la pensée. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre pour cette intervention. Comme il a été dit ici, et l'accent a été mis en particulier sur la question de la terre, d'où aussi notre nom, l'Ikamwa Mabélé. Le Mabélé, donc cette terre-là, nourricière, celle qui nous permet de pouvoir, quelque part, nous arroser pour que nous puissions grandir en tant que Congolais. Mais cette bataille des idées est bien sûr la bataille de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, et c'est pour ça que l'Ikamwa Mabélé se propose de tendre la main, je dirais, autant à des Congolais qui se trouvent sur place au Congo que les Congolais de la diaspora. Et pour ce faire, nous allons écouter Momi Mbouzé, qui est aussi membre fondateur comme Jean-Pierre et comme Patrick Ifong et Désiré Elkoy et Nicolas Assoumani de l'Ikamwa Mabélé. Il va nous parler plus particulièrement de la question de la diaspora. Merci Bénédicte et bonjour à tous et à toutes. L'Ikamwa Mabélé, comme ça le dit, c'est vraiment la question de la terre. Et la terre, sur le plan Mabélé, comme on le dit, ça renvoie pas seulement au Congo, mais je veux dire plus largement à l'Afrique entière. Mais ici, je vais aborder plutôt 4 points en ce qui concerne vraiment le rôle, ce qu'on appelle la diaspora des Congolais de l'extérieur. Donc ça tient en 4 points. Donc c'est d'abord son rôle de mobilisation. C'est un travail que nous faisons avec ceux au pays, tout en étant à l'extérieur du pays. La capacité de pouvoir mobiliser. Et c'est la mobilisation tant financière que la mobilisation des masses pour les garder toujours éveillés, alertes, à réagir promptement à tout ce qui touche au Congo et à l'Afrique. Et aussi la capacité de pouvoir interpeller les décideurs politiques, décideurs économiques, médiatiques et religieux dans les pays où nous nous trouvons. Parce que ce n'est pas seulement une question d'aller, nous, en tant que Congolais de l'extérieur, aller manifester sur la place publique, mais c'est vraiment de faire passer le message, de transmettre le message, nos revendications à ceux qui peuvent le porter à un niveau beaucoup plus haut. Ensuite, il y a aussi le rôle de backup, si je puis dire. C'est une chose que personnellement j'ai déjà expérimenté plusieurs fois, mais je pense que la plupart des membres de l'Ikamwa Mabélé aussi, cette capacité de pouvoir être le soutien à ceux qui sont au pays. Je vais par exemple citer un exemple assez récent, c'est le rappeur Alech, qui voulait sortir un simple morceau où il interpellait au fait l'autorité publique pour lui dire pourquoi tu as le cœur aussi mauvais, donc pourquoi nous avons monté Marabé. Et cette simple chanson lui a coûté, si je puis dire, la censure. Alors que nous, maintenant, en tant que Congolais de l'extérieur, on lui sert de backup. Pourquoi? Parce que bien que sa chanson ait été censurée au pays, on a su, nous, ici, le faire diffuser, pouvoir écouter la musique, pouvoir faire circuler son clip. Donc, c'est vraiment ça le rôle de la diaspora dans ce combat. C'est aussi celui d'organiser la société civile. Donc, lorsque l'on voit les mobilisations qui ont lieu au pays, si ces mobilisations sont étouffées au pays parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être lues, vues dans les médias, nous, la diaspora, nous servons à ça aussi, d'où le journal Ingeta que l'on sort depuis déjà plusieurs mois, si pas une année, pour justement permettre à cette société civile au pays de pouvoir être entendue, d'être lue dans ce qu'elle fait. C'est vraiment ce rôle de backup, d'être l'appui de ceux qui sont au pays et qui ne peuvent pas faire, dire ou organiser certaines choses. Donc c'est soutenir aussi les initiatives porteuses et prometteuses sur le plan social, éducatif, économique et philosophique. Et bien sûr, il faut aussi rappeler à la diaspora, ceux qui, comme nous sommes à l'extérieur, que nous ne sommes pas les messies. Et c'est souvent un message sur lequel il faut vraiment insister, c'est que nous ne sommes pas les sauveurs du Congo, ce n'est pas nous qui allons sauver le Congo, c'est un travail collectif. C'est comme l'Ikamwa Mabélé, on voit qu'il y a la Bembelou, il y a Bénédicte, il y a Patrick, ce sont plusieurs structures différentes qui se mettent ensemble avec le même objectif. Et c'est vraiment cette idéologie-là qu'on doit transposer au niveau de la diaspora, au niveau du peuple au Congo, pour faire savoir que ce n'est pas l'un qui va sauver l'autre, c'est ensemble qu'on va le faire.
Ensuite, je terminerai par la dimension panafricaine, hein, parce que c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce qu'on oublie souvent que le problème que rencontre le Congo est un problème que d'autres pays d'Afrique rencontrent aussi. La prédation économique, le fait de placer des dictateurs au pouvoir, le fait de saboter certaines initiatives sont des choses que d'autres pays africains rencontrent aussi. Et la force de pouvoir travailler avec d'autres activistes africains, c'est le partage des expériences, le partage du réseau, le partage de la connaissance, pour justement pouvoir travailler ensemble. On l'a bien vu, nos aînés, bon, la Bembélou peut en témoigner, la génération Lumumba, ce n'étaient pas des gens qui travaillaient entre eux au Congo. Lumumba voyageait, il rencontrait d'autres décideurs politiques, d'autres politiciens africains prometteurs. Il les rencontrait, pourquoi? Parce qu'ils savaient bien qu'ils avaient face à eux le même ennemi. Alors face au même ennemi, mais qui se démultiplie en fonction des territoires, il faut avoir des stratégies communes. La conférence de Bandung, c'était ça aussi. Donc c'était plusieurs peuples qui avaient, si je puis dire, le même ennemi commun suite à la colonisation et qui se sont dit, il faut qu'on partage nos expériences, nos moyens pour pouvoir nous libérer et avancer dans un certain chemin. Et c'est ça, en fait, la dimension panafricaine, c'est de se dire que en dehors du Congo, rien qu'au niveau de 9 voisins, ils ont des problèmes avec leurs dirigeants aussi, qui sont des dirigeants qui sont placés par les mêmes qui aujourd'hui causent quelque part le malheur du Congo depuis l'extérieur. Pourquoi ne pas les connaître? Pourquoi ne pas collaborer avec eux? Pourquoi ne pas créer des réseaux avec eux? Donc c'est vraiment ça, cette dimension panafricaine par rapport à laquelle j'insiste au niveau des Congolais, c'est de ne jamais s'enfermer dans le nationalisme. Il y a une dimension plus importante parce que l'ennemi qui combat le Congo, c'est le même ennemi qui va aller combattre le Mali, le Burkina Faso, le Rwanda, l'Angola et autres. Donc à nous maintenant, en tant que Congolais, de nous dire on doit aller au-delà de nos frontières, celles qui nous ont été imposées par Berlin, pour pouvoir rencontrer nos frères africains, savoir quelles sont leurs expériences, quelles sont leurs stratégies, pour voir dans quelle mesure on peut les adapter et collaborer avec eux éventuellement pour atteindre certains objectifs par rapport au Congo. Voilà. On nous dit que les problèmes du Congo résident dans des questions électorales. Le problème du Congo réside dans une question d'une alternance refusée par M. Kabila. Nous, ce que nous disons, c'est que le Congo a besoin de se raconter à lui-même. Le Congo a besoin de revenir à lui. Le Congo a besoin de faire son anamnèse. Et ceci ne peut être fait qu'avec l'intelligence congolaise qui est là et qui ne demande, je pense, qu'à se déployer et à trouver peut-être des lieux qui peuvent accueillir ces pensées pour que nous puissions avancer ensemble. Et ça, c'est la proposition de Likambwa Mabele, ce pourquoi nous sommes là devant vous aujourd'hui en vous invitant encore une fois à nous rejoindre. Et merci beaucoup à ceux qui sont venus aujourd'hui nous voir. Et nous allons laisser donc les questions à la salle si vous en avez et au pasteur Bobo en particulier. Merci beaucoup. Un nouveau bébé vient de naître, Likambwa Mabele. Mais moi, j'ai des préoccupations, des questions à poser. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques, combattants, résistants, des groupes, il y a beaucoup de groupes, des mouvements citoyens où on pourrait placer Likambwa Mabele dans ces embrouilles. Vous vous situez où? Ça, c'est ma première question. Et puis, jusqu'où peut aller Likambwa Mabele? Est-ce que vous allez continuer à rester un groupe de réflexion? Ou bien vous allez un peu aller, agir? Et quel genre d'action pour que nous puissions nous réapproprier notre terre que vous appelez Likambwa Mabele? Un peu ça, deux questions, si on peut commencer par ça. M'ont fait sourire. Je commencerai à répondre à la deuxième. La deuxième vient nous dire que penser, ce n'est pas une action. Quand est-ce que vous allez passer à l'action? À travers nos différents exposés, nous vous avons dit ceci. Plusieurs d'entre nous sont déjà engagés dans plusieurs actions sur terrain. Elle soutient l'une de ces actions, une école qui est en progression. Dans mon village, à Kananga, j'ai un centre de formation.
depuis bientôt 10 ans. Lui produit des livres avec son édition Congo Lobilelo. Momi Bénédicte vous a dit combien il est impliqué dans plusieurs actions sur le terrain. Et puis, nos synergies, nous ne les dévoilons pas sur la place publique. C'est-à-dire, au même moment que nous croyons en la synergie, il nous arrive de travailler avec des mouvements très engagés dans la transformation du Congo sans que nos stratégies puissent être dévoilées. Donc, nous n'avons pas attendu la sortie du mouvement Likama Mabele pour agir, mais nous, ce que je pourrais appeler notre marque de fabrique, c'est que nous disons l'anamnèse est indispensable. Pour agir et être efficace, il faut mener des réflexions sérieuses et profondes. Et je vais prendre un exemple. L'Église catholique a fait une marche en 1992. Maintenant, elle propose une autre marche à la fin du mois. À Likama Mabele, nous réfléchissons et nous disons, est-ce qu'il n'est pas bon que cette Église commence par examiner les motifs les raisons qui ont fait que la marche de 92, bien qu'elle ait permis l'ouverture de la conférence nationale souveraine, n'ait pas abouti à faire du Congo une démocratie. Vous voyez? Donc, nous voulons que les actions puissent être questionnées par l'histoire. Qu'on ne se contente pas de dire, nous sommes dans l'action, mais qu'on se dise, les actions que nous avons déjà menées, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pu atteindre des buts, des objectifs escomptés? Est-ce que nous pouvons les réévaluer pour les rendre un peu plus efficaces? Vous voyez? Agir, réfléchir et agir, agir et réfléchir. Il est important qu'il y ait un va-et-vient permanent entre l'action et la réflexion. Et nous partageons un peu une petite idée au niveau du groupe. Comprendre, c'est déjà agir. Si vous ne comprenez pas l'action que vous allez mener, vous risquez... Kambale a fait allusion à quelque chose de merveilleux en disant, tous les 20 ans, les jeunes sont utilisés. Mais ils ne le savent pas. Je prends un dernier exemple pour passer à d'autres questions. Regardez, il y a en 2010 un rapport mapping qui dit que le Congo est en train de connaître le génocide. Qu'est-ce qu'il y a eu après ce rapport-là? Rien. Maintenant, on tue au Kasaï. Nous voyons sur Internet plusieurs rapports. Il y a des gens qui croient que les rapports de tueries au Kasaï diffèrent du rapport Gersony de 1994, du rapport Kassem de 2002, du rapport... Non! C'est une même guerre par morceaux, et vous ne pouvez pas en prendre un bout et croire... Alors, quand vous avez des compatriotes qui vous disent ah, on va les traîner devant la CPI, ils oublient que la guerre du Congo est aussi la guerre de la politique et de la justice internationale. C'est même le titre du livre de la porte-parole de Carla Del Ponte, Florence Hartmann, qui a écrit un livre intitulé « Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale ». Notre problème est que nous lisons de plus en plus moins, parce que nous croyons que les actions ont leur efficacité par elles-mêmes. Non, les actions ont leur efficacité parce qu'elles sont pensées, repensées, évaluées. Alors on vous dit, ah, mais eux ne font que écrire. Oui, il faut écrire et beaucoup écrire. Nous sommes en train de tomber dans le relativisme de la... C'est ça que je mets dans la régression anthropologique. Quand moi je grandissais, au petit séminaire, au grand séminaire, et même à l'université, mes professeurs me répétaient que je devais beaucoup lire. Ainsi que ça m'est resté, c'est collé en moi. Pourquoi? Parce que nous devons acquérir une culture qui nous permette de nous orienter, de nous réorienter. Mais la régression anthropologique, c'est quoi? C'est le dépérissement
du sens même de la culture. C'est le dépérissement du Bomoto. Qu'est-ce qui fait que nous soyons des humains? Mais comment est-ce qu'on peut connaître le Bomoto, Yamoto, s'il n'y a pas cette anamnèse, s'il n'y a pas toutes ces études africaines et panafricaines qui nous situent dans un contexte qui nous permet de mieux comprendre, de mieux réécrire notre histoire? Il y a un problème. Notre rôle, c'est de conjuguer en permanence action et réflexion et action évaluée. Jusqu'où va aller? Oui, les Kamamabele, nous n'avons pas parlé du titre en français. Le titre en français, c'est Mouvement civico-écologique. Nous nous positionnons comme un mouvement de pensée, mais dans une écologie qui est intégrale. Vous ne pouvez pas prétendre protéger la terre, la faune et la flore sans protéger l'homme. On fait tellement de bruit sur ce qu'on a organisé à Paris, le Cap 21, qu'on détruit la forêt congolaise, on détruit les vies congolaises. Vous voyez, quand on est arraché de sa terre, on va errer à Kinshasa. Est-ce que vous avez entendu certains compatriotes appeler nos soeurs, nos mères, nos frères et sœurs qui errent à Kinshasa parce qu'ils ont été déracinés de leur terre? On les appelle les indigents. Ils meurent, c'est scandaleux, parce qu'ils ont été arrachés de leur terre. Ils n'ont plus d'appui, ils n'ont plus de racines. Ils errent, ils vont aller demander un peu de sous là-bas, ils meurent dans l'indifférence totale. Ce sont on a enterré à Maluku une quarantaine d'indigents, mais on n'approfondit pas la cause de l'indigence. On ne peut pas être arraché de sa terre, on ne peut pas être désorienté et rester inhumain. C'est ça la régression culturelle. La régression anthropologique, c'est à la fois une régression qui touche le culturel, le social, le politique et même le spirituel. Regardez ce qui se passe chez nous avec nos jeunes. Tout le monde danse. Mais quelle danse? C'est bien de danser. Mais qu'est-ce que ça apporte à la culture congolaise aujourd'hui? Et on pratique à peu près les mêmes danses. Hein? C'est souvent la danse du ventre. Mais du point de vue culturel, il y a un appauvrissement terrible. On peut danser et ne pas lire. Ce n'est pas un problème. On dit, est-ce que Mikanda est la Bible? Mais la Bible est la Mukanda. Donc, autant la Mikanda, autant la Bible est que c'est parce que la Bible pèse la Mukanda. Donc, c'est ça ce que nous cherchons. Donc, mouvement civico-écologique. Comment protéger nos terres? Organiser, par exemple, un mouvement qu'on pourrait appeler de la ville au village pour reboiser. Parce que quand on déboise, nos compatriotes qui sont des pygmées sont chassés de leurs terres. Et la richesse de la pharmacopée, elle est entamée. Donc c'est tout l'homme qui s'en va. Dès qu'on vous ravit votre terre, on vous ravit Bomotonabino, on vous ravit votre humanité. Comment nous réapproprier nos terres pour les habiter et en faire les Djikou, les Tchota, la cité? C'est ça. Donc, jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous pourrons. Et ce n'est pas au cours d'une conférence comme celle-ci que nous allons dire, parce que maintenant, nous faisons notre petite sortie officielle. Après, nous évaluons, nous verrons comment notre mouvement civico-écologique, notre mouvement citoyen peut constituer un contre-pouvoir, et Bénédicte est revenu là-dessus, un contre-pouvoir, c'est-à-dire, nous n'allons pas nous limiter à citer des noms et à envoyer les noms d'oiseaux aux gens. Ça n'aide pas. Nous, comment est-ce que nous pouvons faire des propositions alternatives? D'abord du point de vue de la pensée. Et allez, vous verrez que souvent nous sommes aussi insultés. Presque tous là, sur le net, on nous insulte comme pas possible. Parce que nous ne réfléchissons pas toujours de la même façon que le commun du Congolais. On parle d'alternance, nous parlons d'alternative et nous argumentons. Voilà, c'est ça notre problème. Kambale voudrait intervenir. Kambale. Juste pour ajouter, je pense, avec Benoît bien expliqué notre stratégie, mais je pense que c'est aussi très important de dire que nous, comme mouvement, nous faisons partie
cette synergie existe. Deuxième point sur le deuxième volet, sur groupe de réflexion ou action. La réflexion, nous devons le faire. L'action, nous devons le faire aussi. Et c'est ce que moi je présente comme le grand défi de notre génération. Parce que les générations futures vont nous juger. De savoir, avec l'information que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait. Parce que ce n'est pas par hasard que ce groupe est ensemble. Chacun de nous, individuellement, nous faisons des actions. Mais à un moment, nous nous sommes dit que nous devons travailler ensemble. Parce que si nous ne travaillons pas ensemble, et on doit trouver des gens qui ont la même idéologie politique, et si nous parvenons à travailler ensemble, nous y arriverons. Et c'est dans cette synergie de prendre les camarades qui ont les mêmes idéologies politiques pour transformer le Congo. Donc c'est cette action qui amènera des ressources pour le travail à l'extérieur et à l'intérieur du pays. C'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Tout dépend de la façon dont on nous regarde. Il y a deux façons de nous regarder. Effectivement, il est difficile de nous mettre dans des cases. Parce que d'un côté, nous sommes en amont de l'action et en aval de l'action. C'est-à-dire que nous proposons des idées. Nous proposons, comme l'abbé Melo a dit, des alternatives. Pour que dans l'esprit de chacun, il y ait cette insurrection des consciences qui va faire que la situation que le Congo vit, la situation que les Congolais vivent, est une situation qui doit devenir insupportable, absurde et qui doit absolument être changée. Et ça, c'est le travail de la réflexion que nous proposons. Ensuite, une fois que cette insurrection a eu lieu des consciences, il faut agir. Et c'est là qu'on nous demande toujours, mais quelles sont vos solutions? Et c'est là où nous proposons des actions qui existent déjà. Et ces actions vont permettre aux gens qui disent, maintenant que j'ai compris, maintenant que je sais qu'il y a un problème, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que nous proposons des alternatives. Il y a des actions que nous pouvons mettre en place dès maintenant. Vous allez sur notre site likayama.org, vous avez des actions qui sont déjà mises en place et qu'il faut juste poursuivre et puis étoffer. Et c'est dans ce sens-là qu'il est difficile de nous cerner parce qu'on associe, comme l'abbé l'a dit, la réflexion et l'action. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense qu'il est important de comprendre que tous les Congolais ne sont pas au même niveau. Certains, effectivement, ont un degré de conscience qui fait qu'ils ont besoin des actions tout de suite. Effectivement, on les propose. Mais d'autres ont besoin de se former encore mentalement à ce combat pour pouvoir justement se positionner sur une action ou une autre. Et pour ne pas se tromper de combat, comme l'a souligné Kambalé. Et c'est là où nous proposons beaucoup de réflexions. Et effectivement, il faut beaucoup lire. En même temps, c'est un combat qui dure. Et donc, il faut se préparer comme un marathon. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. Voilà. Mbeko sur les invitations, mais il n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. Et puis, la modératrice n'a pas parlé de Patrick Mbeko. On ne sait pas pourquoi. Et puis... oui. Patrick Mbeko, physiquement, il n'est pas là non plus en ligne. Mais c'est des choses qui arrivent sur la technique, sur les rendez-vous. Mais il fait partie du groupe. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a aussi un apport particulier sur la question de la géopolitique, effectivement, sur laquelle il travaille. On essaie justement de cerner toutes les problématiques qui concernent le Congo. La géopolitique en fait partie et c'est un élément pour ce niveau-là. Merci. Action 18, il y a élections, on dit les 3 élections législatives, provinciales et puis présidentielles en RD Congo. Likambo Yamabele vient de l'être, je crois, on pourrait dire... donc dans une année, c'est des élections au pays. Votre position par rapport à la réflexion et que comptez-vous faire par rapport à l'action? Je pense que la question des peut-être de manière peut-être brutale, qui ne nous concerne absolument pas, dans la mesure où nous comprenons, en tous les cas, la manière dont nous réfléchissons les choses, c'est que le Congo n'a pas comme maladie les urnes qu'il faudrait guérir par des élections. Le Congo souffre d'autres choses et qui demande une autre réponse que celle-là. Cette réponse-là, on l'a déjà dit, on voit tous les 20 ans des jeunes qu'on vient coopter, on voit tout, alors ça varie, hein, une fois c'est tous les 5 ans, une fois c'est, bon, des fois c'est jamais. Donc on nous propose des élections
comme si c'était la solution miracle, comme si ça allait remettre le Congo debout, alors que l'on voit bien que ce n'est pas le cas. Et je pense que la situation actuelle nous montre en réalité combien, justement, cette question des élections ne peut pas être la réponse, puisqu'on a une personne qui a dit « j'y suis, j'y reste », vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez me proposer des dialogues, vous pouvez prendre des casseroles et taper dessus jusqu'à n'en plus pouvoir, moi, je ne pars pas. Donc la question des élections n'est pas le problème du Congo. Donc nous ne nous sentons pas appelés en réalité à essayer d'appeler les gens à voter. Nous appelons les gens à effectivement réfléchir à une alternative. Parce que ce que nous voulons réellement, c'est ce que je dis, je pense que Likama Mabele, c'est une proposition d'école de la démocratie, mais une vraie démocratie, celle qui prend en compte la discussion entre Congolais. Et c'est ce que nous aimerions pouvoir proposer aux gens à petite échelle pour que ça puisse se réaliser à plus grande échelle et que le moment venu, les Congolais sauront comment répondre à cette situation dès le moment où ils comprendront la situation, où ils ne se laisseront, et je pense que pour beaucoup, ils ne se laissent plus berner par ces histoires d'élections. Je veux dire, quelque part, c'est des rêves peut-être fous de, je ne sais pas, certains politiques congolais, mais nous ne nous sentons pas concernés par ça. Je ne sais pas si... Par rapport aux élections, disons que par rapport à ce problème-là, je vais rebondir dans le sens de ma sœur. C'est que on est face à un système général global qui nous met face à des urgences qui en vérité n'en sont pas. On dit que le problème du Congo, c'est les élections, il faut des élections, mais bon, on voit bien ce que donnent les élections. 2006, 2011, et après, quand on ne sait plus se représenter, il y a d'autres choses qui se passent pour qu'on reste au pouvoir. Donc, le problème, ce n'est pas une question d'élection, comme a dit ma sœur. Le problème est bien plus profond que ça. Il faut aller le chercher ailleurs, parce que là, c'est un peu de la diversion. Voilà ce que j'appelle ça, en fait. Ces élections sonnent un peu comme une certaine diversion, parce qu'on ne veut pas traiter forcément les problèmes en profondeur. Alors, on propose des problèmes directs, simples, aller voter, et ça donne l'impression qu'on est une démocratie. Ça permet à certains parrains internationaux de dire voici notre poulain, il travaille bien, il fait des élections tous les X temps, donc il est valable, quoi. Or que le problème est bien plus profond que ça. Pasteur Bobo, nous avons fait une émission ensemble. Vous m'avez dit comment une proposition a été faite au monsieur qui croit être président du Congo. On lui a dit, vous pouvez même tricher, mais trouver un parrain, un dauphin. Vous vous souvenez de cette émission-là? Entre nous. Comment? Voilà pourquoi nous insistons sur la pensée. Regardez. Il y a sur l'histoire du Congo une documentation comme pas possible. L'histoire qui se passe chez nous depuis bientôt 20 ans. Un parlementaire français intervient à la télévision. Il dit, moi je sais que ce jeune homme-là, on a été le chercher parce qu'il est manipulable. Il peut servir nos multinationales. Moubaké, qui est un Congolais qui a participé à ce que plusieurs d'entre nous estiment être leur pacte républicain signé en Afrique du Sud à Sun City. Moubaké est à côté de Kabamambwebwe, de G14. Ils prennent une tasse de thé avec Thabo Mbeki, qui était le coordonnateur, celui qui présidait la rencontre de Sun City. Thabo Mbeki leur dit ceci: il m'a été imposé de vous imposer Kabila. Moubaké est encore vivant. Et ce que je vous dis, si vous le vérifiez sur le net, qui c'est? Charles Onana mène une analyse très approfondie. Il écrit un livre sur le Congo en détaillant les forces qui sont rentrées dans la fabrication de celui que nous
que certains d'entre nous estiment être le président du Congo. Les Congolais c'est moi qui faisais le modérateur, hein. C'était ici à Bruxelles. La salle était pleine à craquer. Mais je ne comprends pas qu'après ce livre-là, on a oublié que c'est une fabrication, c'est un cheval de Troie. Et qui c'est? Vous prenez le livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Sassou Nguesso se confie lui-même. C'est le président du Congo-Brazzaville. Il se confie à Pierre Péan. Il lui dit, ce garçon-là, c'est un cheval de Troie. On a tout ça. Et lui-même, maintenant, dans la dernière interview que Le Monde a publiée, il dit qu'il sait qu'il mourra d'une balle dans la tête. C'est-à-dire, il n'a rien à voir avec les élections. Mais malgré tout ça, on voudrait faire croire aux Congolais qu'avec ce jeune homme, ce cheval de Troie, qui ne fait que piller le Congo, exterminer. C'est ça sa mission. Il n'est pas venu pour... Il appartient à un groupe mafieux. Ce sont des mafieux qui disent, si j'ai trahi le secret de mon groupe, on va me donner une balle dans la tête. Il dit, je mourrai. Il ne dit pas qu'il va mourir après les élections, qu'il va mourir après avoir régné au Congo. Il dit, il mourra d'une balle dans la tête. C'est-à-dire, il va mener les Congolais en bateau. Ceux qui croient encore en ses promesses, une fois il avait dit, si vous ne voulez pas croire à moi, croyez au moins dans mes actions. Il parlait comme Jésus. Donc, mais on ne voit pas ce qu'il fait. Ses actions, c'est tuer, détruire. Vous suivez le procès, la suspension de son ami et proche Dan Gettler. Mais comment est-ce qu'on peut voir tout ça et croire que ce cheval de Troie va demain organiser des élections auxquelles ils ont des machines à tricher. On a surpris. Vous savez, nous avons fait une émission. Il y a une vidéo qui a fuité. Ils s'organisent pour tricher. Déjà, maintenant, et vous voulez croire qu'avec ces gens-là, on peut aller aux élections dites libres, démocratiques. Il faut arrêter. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, en fait. Je pense qu'il est important de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ça fait 50 ans qu'on gère les urgences au Congo et on n'avance pas. Je pense qu'il est important de se concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est de se détourner de ce système qui nous pousse toujours à nous tourner vers l'extérieur. Les élections, c'est se tourner vers l'extérieur pour dire au monde, regardez, on a une démocratie, ça fonctionne. Nous, on a besoin de se retourner vers nous-mêmes, de nous reconstruire pour devenir nous-mêmes. Et c'est ça le plus important pour nous. Ça prendra peut-être du temps, mais c'est important de prendre ce temps-là pour nous reconstruire plutôt que de toujours être tourné, parce que c'est vrai que le monde néolibéral nous pousse à nous tourner vide à l'intérieur, et c'est ça aussi un État manqué, un État raté, un État qui est vide de l'intérieur. Mais à l'extérieur, on a l'impression que tout fonctionne. Et notre différence, justement, c'est qu'on ne veut pas être tourné vers l'extérieur, on veut être tourné vers nous-mêmes, vers les Congolais. Et c'est ça qui est le plus important. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Mais la démarche qu'on initie, elle n'a pas de... Vous avez posé la question jusqu'à quand? Nous, on initie. Mais elle est censée se poursuivre avec d'autres qui prendront le relais. Et dans tous les cas, on est plus tourné vers l'intérieur que l'extérieur. Donc les questions des élections, tout comme les questions qui nous poussent à nous positionner sur tel ou tel acteur politique aujourd'hui, elles n'ont pas lieu d'être tant qu'on n'aura pas... Je pense que c'est l'abbé Mpundu qui disait qu'il est important d'abord de nous mettre d'accord sur le système dans lequel on veut vivre, avant de nous poser la question de qui va animer ce système-là. Et donc, on doit revenir en arrière. Quel est le système sur lequel on veut vivre, s'installer? Quand on a répondu à cette question-là, le reste suivra. Pour l'instant, on est encore au départ. Voilà. Merci. Merci. Je pose deux questions, puis je laisse directement à l'autre aussi. D'abord, on voit il y a peu de femmes dans les Kamboua Yamabélé, peu de femmes. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des stratégies pour atteindre beaucoup de femmes? Et j'ai beaucoup aimé quand Kambal disait l'adhésion massive des jeunes. Hein. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour avoir beaucoup plus de jeunes? Parce que le Congo ou l'Afrique, c'est beaucoup plus de jeunes. Donc, on pourrait dire 80% des jeunes.
Sur la question de la femme, je crois que c'est une question, à mon avis, une question de fond. Une question de fond, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas tomber dans des considérations, disons, féministes et ce genre de choses. Je crois que, comme les Congolais, la femme congolaise, elle a besoin aussi de son anamnèse spéciale, si je peux dire. Elle doit se rappeler qui elle est en tant que femme africaine, pour pouvoir partager cette position dans la société avec l'homme aussi, qui a oublié lui aussi qu'elle était cette femme congolaise. Et qui fait qu'aujourd'hui, les rapports sont somme toute suspendus, où je pense que beaucoup de femmes congolaises pensent qu'elles doivent attendre qu'un homme parle pour pouvoir parler à sa suite, et donc forcément, ça crée des problèmes et des prises de parole qui ne sont pas là. Cependant, il y a des femmes congolaises qui parlent, qui sont là, qui écrivent également, qui disent un certain nombre de choses. Mais peut-être qu'on n'a pas l'habitude de regarder ces femmes-là congolaises. Et peut-être vous, médias aussi congolais, vous n'avez pas l'habitude d'inviter des femmes congolaises pour parler, pour que l'on voie qu'il existe une communauté, en tout cas, de femmes congolaises qui sont bien là sur le terrain. Ces femmes congolaises, elles font quoi? Ces femmes congolaises, il n'y a pas plus tard que samedi passé, je suis allée voir une pièce de théâtre. Marie-Louise Bumbo, auteure de Samantha Kinshasa. Vous prenez, vous lisez Marie-Louise, vous lisez l'histoire du Congo, vous lisez les problèmes du Congo. Sa pièce, elle est représentée à Paris. Combien de personnes? 26 personnes, c'était le maximum dans la salle. Et dans tout ça, nous étions 4, disons, Africains qui se couraient après. Donc, et ça, c'est une femme congolaise qui est là. Il y a d'autres femmes congolaises qui font du théâtre, qui font de la musique, qui ont plein de choses à dire. Mais je crois aussi qu'il y a une volonté, il faut une volonté de représentation aussi de la part des médias congolais. Ceux qui sont, par exemple, dans la diaspora. La plupart du temps, je suis désolée de vous dire ça, on voit que des hommes. Comment vous voulez qu'il y ait un imaginaire pour les femmes de pouvoir se projeter, se représenter quand il n'y a que des hommes? Et pourtant, la femme congolaise, elle paye un prix absolument incroyable dans cette guerre. Les viols, ce sont les femmes congolaises. Et ce que les hommes congolais, effectivement, peut-être devraient comprendre pour pouvoir donner cette place à la femme congolaise, c'est que quand on détruit la femme congolaise, on détruit l'homme congolais. On détruit le Congolais. Et donc les femmes, il faut leur donner la voix, il faut leur laisser cet espace-là pour que d'autres plus jeunes puissent venir intégrer ces cercles de réflexion parce qu'elles ont des choses à dire et que, voilà, je pense qu'il y a vraiment juste peut-être une question voilà, d'un petit coup de pouce. Et Likama Mabele est ouvert forcément à toute femme qui voudra intégrer le mouvement. Parce que de toute façon, je crois que ce dont nous parlons ici, c'est de réflexion. Et ces réflexions-là, elles peuvent être féminines comme masculines. Nous nous concevons dans un équilibre, dans une unité, dans la solidarité. Et cette solidarité-là, elle est au-delà pour nous des sexes. Donc, donner la voix aux femmes congolaises, encourager les femmes congolaises à être présentes quand il y en a certaines qui font des choses, ben, il faut en parler. Voilà. Et du point de vue de la stratégie, nous n'allons pas nous livrer à une campagne de recrutement. Oui, c'est vrai, les candidatures des compatriotes qui voudraient travailler avec nous devront être soumises à notre noyau. Le noyau va les étudier avant de pouvoir se prononcer sur elles. Pourquoi? L'homme qui a été mordu ou la femme qui a été mordue par un serpent commence à craindre même les queues des lézards. Beaucoup de mouvements congolais commencent. Au début, c'est bien, c'est chaud, tout ça. À un certain moment, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que, entre autres, pas simplement pour cela, il y a eu des tops. Il y a des gens qui ont eu commission de pouvoir
les infiltrer et les détruire. Tel que nous sommes là, je ne sais pas vous dire combien de temps nous avons passé à réfléchir, à penser, à échanger avant de dire maintenant, ok, on fait une sortie officielle. Donc pour les autres, s'il y a des candidatures qui sollicitent l'adhésion à notre mouvement, elles pourront nous être soumises, nous les étudierons et nous répondrons. Mais nous avons déjà la chance, et ça je vous le rappelle, nous avons déjà la chance de travailler en synergie avec beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres mouvements. Hein? Je suis là, par exemple, membre de l'Ikama Mabélé, mais je suis aussi membre du groupe Epiphanie. Donc, la diversité de nos appartenances ne constitue pas un handicap au fonctionnement de notre mouvement. Ce que nous disons, c'est surtout que le message que nous livrons, les alternatives que nous proposons, atteignent le plus de monde possible. Si cela est fait, nous n'avons pas besoin d'être des millions. Dans ma langue, il y a un adage qui dit si tu es seul, tu crois que tu ne peux rien faire, il faut vraiment que ça soit... Une minorité agissante n'a pas nécessairement besoin d'être une multitude. Ce qui importe, c'est que la minorité agissante et co-structurante puisse prendre son envol, persévérer et tenir le coup avant de passer le relais comme Patrick l'a dit. Et peut-être encore justement par rapport à la question des femmes qui a été posée, et Jean-Pierre, tu fais bien de rappeler le fait que nous sommes déjà en travail avec d'autres organisations, et en réalité par la socialisation même qu'on peut avoir avec ces personnes, je pense qu'on peut dire que oui, les femmes sont présentes. Et moi je vous dirais que par rapport en tous les cas des activités que j'ai, moi je vois des jeunes femmes congolaises qui demain, là, dans quelques temps, dans quelques mois, vont devenir neurochirurgiens. Je vois des ingénieurs, je vois une multitude de talents de femmes congolaises et qui effectivement sont au courant de ce que nous sommes en train de faire, puisque nous travaillons avec elles. Elles ne sont peut-être pas forcément là visibles, mais c'est vrai que voilà, ces talents sont là. Et vraiment, c'est peut-être une invitation peut-être à croire au Congo, c'est parce que nous sommes aussi en présence de ces personnes qui se battent, parce que nous les voyons, nous les accompagnons pour certaines quand elles sont dans des difficultés. C'est ça aussi qui représente, je crois, et puis il faut le dire, notre espoir pour le Congo. Même par rapport à cette jeunesse dont on dit comment vous allez faire pour toucher la jeunesse. Cette jeunesse représente notre espoir parce que nous la voyons à l'œuvre. Nous la voyons aussi changer de position pour certains, ça c'est important aussi de le dire, qui peut-être partent au départ avec l'idée qu'il faut des élections, qu'il faut représenter, qu'il faut respecter cette fausse constitution, il faut faire tout ça, et qui par justement ces échanges, par ces dialogues, par tout ce genre de choses, commencent à changer leur perception des choses et se battent différemment sur le terrain. Et c'est comme ça que le travail se fait dans la discussion. Jean-Pierre aime bien parler des Massamakani, des Luosi et tout, mais c'est vraiment ça. Nous sommes sous l'arbre à palabres, parce que dans cet espace-là, chacun d'entre nous est tenu d'amener sa parole, qu'il soit plus jeune, qu'il soit femme, qu'il soit plus âgé. C'est la co-construction de l'intelligence. Et là, c'est pour la jeunesse congolaise avec lesquelles nous travaillons, comme pour les femmes avec qui nous sommes en contact, c'est exactement la même chose. C'est de nous amener tous, la main dans la main, et vers un but particulier. Oui. Excusez-moi, merci pour m'accorder la parole. Moi, j'ai une petite question. Juste poser à M. Labbé. Moi, je pense que les cas que nous sommes en train de passer ici en Europe, c'est presque les mêmes cas au Congo. Pourquoi? J'ai vécu le pays, je sais ce qui se passe. On a plus de 570 et quelques partis politiques qui évoluent au pays. Mais depuis que ces partis-là sont là, il
il n'y a toujours pas de solution par rapport aux problèmes que nous avons. Aujourd'hui, en Europe, nous avons plusieurs organisations qui tournent autour de l'ICAM de Mabélé, comme vous venez de le dire tout à l'heure là. Est-ce que nous ne sommes pas en train de suivre les mêmes traces qui se passent au pays, d'amener ces idées-là ici? Pourquoi ne pas avoir peut-être une seule organisation qui est dynamique, solide, pour que nous puissions faire face aux problèmes qui se passent au pays, que d'avoir plusieurs organisations? Tout à l'heure, là, il y a encore une autre qui vient de naître, telle que vous êtes là, vous venez de nous dire, officiellement quoi, vous êtes là avec vos idées. Pourquoi ne pas mettre toutes ces idées-là ensemble et on forme une seule organisation dynamique, solidaire, très forte, très sociable, afin de combattre ces problèmes-là? On revient toujours au problème de plusieurs associations. Ce sont des idées qui ne sont pas dispersées ou qui sont bien cadrées. Pour moi, je ne sais pas si cette question-là peut vraiment mériter une bonne réponse par rapport à ça. Pourquoi qu'il y ait toujours des divisions? Et tel que vous êtes là, vous êtes dans 2 ou 3 associations qui ont presque le même but démocratique. Pourquoi on ne peut pas avoir une seule association qui est solide? Merci. Oui, je vais d'abord répondre. La diversité, souvent nous entrevoyons la diversité comme étant une faiblesse. Mais la diversité, ce n'est pas toujours une faiblesse. La diversité est une richesse, à condition que nous soyons capables de pouvoir définir la matrice organisationnelle sous laquelle nous fondons les actions. On peut se mettre ensemble, mais quels sont les principes? Quelles sont les actions qui peuvent nous permettre de nous mettre ensemble? Et dire aux gens, venez, mettons-nous ensemble, c'est beaucoup plus facile que d'étudier. Et c'est là notre problème à nous. Notre problème, c'est de faire notre anamnèse et de nous dire comment est-ce que nous avons réussi. Kambal est aux États-Unis, Bénédicte est en Suisse, Désiré au Canada. Comment est-ce que nous avons réussi à pouvoir nous mettre ensemble? C'est parce que quelque part, nos idées se regroupent. Nous voyons, se recoupent. Nous voyons que nous avons une orientation de la pensée qui nous pousse à dire non, il est possible que nous puissions travailler ensemble. Mais tout en faisant cela, nous restons ouverts, et nous l'avons répété 1000 fois, à la synergie. Cela d'autant plus que nous appartenons à d'autres associations. Le problème du Congo n'est pas que le Congo ait tout simplement un seul mouvement. Le problème du Congo, c'est aussi celui de dire comment nous penser nous-mêmes pour nous réapproprier notre histoire sur des bases qui soient nôtres. Le faire à temps et à contre-temps. Le faire et persévérer. Donc, la multiplication, il y a une multiplication des partis et des mouvements voulus. Vous voyez par exemple ce qui se passe à Kinshasa, on démultiplie les partis politiques. Ça, c'est voulu. C'est voulu parce que il faut casser, il faut atomiser, diviser pour régner. Nous nous orientons dans le sens de la synergie. C'est-à-dire, comme vous l'avez souligné, avec mes amis de l'ICAM Mabélé, je serai capable demain de leur dire, j'ai échangé avec tel groupe, voilà ce que ce groupe porte comme idée, nous pensons que nous pouvons évoluer ensemble. Momi fera la même chose, Nicolas fera la même chose, Patrick fera la même chose, ou Désiré. Notre problème à nous, fondamentalement, c'est comment commencer à travailler d'arrache-pied pour mettre sur le terrain de la pensée des idées alternatives. Si des millions de Congolais s'emparent de nos idées et qu'ils ne rejoignent pas notre noyau, là n'est pas notre problème. Il y aura eu des idées capables de conduire à l'insurrection des consciences. On voudrait nous faire croire que ce qui fait que le Congo ne marche pas, c'est qu'il y a trop de partis politiques. C'est faux. C'est faux. Je vais vous donner un exemple.
il y a 4-5 partis politiques, 7 partis politiques, qui sont coachés, coordonnés par une agence de sécurité américaine qu'on appelle NDI. Mais j'ai déjà échangé avec un responsable de l'un des partis. Je lui ai montré les documents. Monsieur le Président, voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous ne vous tirerez pas d'affaire en travaillant de cette façon-ci. Donc on peut avoir une diversité, mais une diversité coordonnée, et on peut aussi avoir des yeux et ne pas voir. On les a vus à un certain moment, obligés de... Ah, on nous demande de nous mettre... Mais qui vous demande de vous mettre ensemble? Quelles sont les idées que vous défendez qui permettent aux masses populaires de pouvoir vous rejoindre et qui vous permettent de vous mettre ensemble? Au Congo, ce qui tue aussi le Congo, je ne dis pas qu'il n'y a que cela, c'est le culte des individus, le culte des personnalités. On n'adhère presque plus aux idées. Vous ne savez pas combien de fois on est insulté sur Internet parce qu'on a dit, par exemple, que tel responsable de tel mouvement est à côté de la plaque. Mais on n'insulte pas parce qu'on a adhéré à des idées, à une idéologie, à une pensée. On insulte parce qu'on a touché à un chef. Donc, ce culte-là, c'est le culte-là qui tue le Congo. Le culte du chef. Le chef peut être un ignare, hein, mais on va l'appeler Raïs. Il peut tuer. Mais relisons notre pays. Vous avez vu, il y a eu la pluie, quel jour là à Kinshasa? Même l'hôtel de ville était dans la boue. Donc, un gouverneur de la ville qui passe, qui dit les Congolais entendent ça. Et ils vont dire que Aza Mokonzi. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce culte, si nous ne tuons pas le culte des individus et de la personnalité pour créer la pensée, adhérer à la pensée, adhérer à une idéologie, mais organiser le Luoso, organiser les Massamakani, pour que du choc des idées surgisse la lumière. Si nous n'arrivons pas à cela, et que nous continuons à chanter les louanges, le Djalélo des chefs, on ne saura jamais construire un pays. D'où nous avons besoin de résister à cette pente glissante-là. Nous devons produire les idées, nous devons produire les actions et arrêter de flatter les gens et c'est ça la régression culturelle. Parce que ces gens-là se retrouvent avec des turiféraires et des applaudisseurs à qui ils peuvent... Vous avez vu un premier ministre entre griffes aller à Lemba, donner de l'argent. Mais dans quel pays est-ce qu'on est? Pourquoi le culte du chef? Est-ce qu'il y a moyen d'avancer beaucoup plus dans des propositions de pensée alternative? Voilà ce à quoi nous tenons. Si nous pouvons aller vers les autres pour faire cela, nous le ferons sans état d'âme. Et moi, j'aimerais juste rajouter ce que vient de dire notre ministre, c'est que l'unité, au fait, ça ne se décrète pas. On ne va pas décréter aujourd'hui, venez, on va s'unir. Non, ça ne se décrète pas. Ça doit suivre des principes de base. Comme nous, dans les Kamambélé, on a une charte. Si tu corresponds à la charte, tu adhères à les Kamambélé et on avance. Parce que ce n'est pas parce que nous faisons des choses différemment que c'est ça qui va poser un problème. Non. En fait, c'est une complémentarité. J'ai une spécificité que n'a pas Bénédicte, Patrick a une spécificité que la Bembélou n'a pas, Nicolas a une spécificité que je n'ai pas. Et c'est en mettant ça ensemble qu'on crée un mouvement en disant que de continuer à évoluer chacun dans son mouvement, dans son coin, pourquoi ne pas nous fédérer notre idéologie qui est commune et avancer ensemble au travers de ce collectif qu'est le Kamambélé. C'est ça au fait. C'est-à-dire, ce n'est pas se renier comme l'ont fait beaucoup d'Africains après l'esclavage et la colonisation, se renier son beau motto et épouser le beau motto de l'autre. Non, il faut accepter sa spécificité et la lier avec celle des autres si vous partez bien sûr sur le même principe. Parce qu'au fait, c'est la réussite qui fédère. C'est l'idéologie forte, gagnante qui fédère. Ce n'est pas le chef. Parce que le chef, une fois que le chef va mourir, tout va tomber. Mobutu, il est mort, il n'y a plus qu'un système qui tombe après lui. L'autre va partir, un système va tomber. En fait, c'est, comme l'a dit la Bembélou, il faut tuer ce messianisme-là qu'il y a ici entre nous, dans la diaspora et au pays. Il faut tuer ce messianisme-là. Ne pas croire que parce qu'un tel va sortir et va dire « suivez-moi, rejoignez mon mouvement », que c'est forcément la voie à suivre. Non, il faut suivre des principes, il faut adhérer à des valeurs. À cette conférence. Je voudrais aussi saluer l'initiative du collectif de vous regrouper
et d'avoir organisé cette plateforme qui est un centre de réflexion et de la conjugaison finalement des esprits et des intelligences. La raison pour laquelle j'ai été intéressé de venir ici, c'était justement sur les différents points qui ont été évoqués et surtout par rapport au sujet tel que développé par l'abbé Mbelou, c'est-à-dire la recherche identitaire comme point de départ de la relance et même éventuellement de l'atteinte de ce rêve que j'imagine nous chérissons tous, qui est du Congo de demain, de cette terre d'espoir et de richesse pour nos générations futures, que malheureusement, il faut le dire, probablement nous ne verrons pas, mais les jalons que vous voulez poser pour que ces communautés, finalement, puissent se nourrir des fruits et du miel que nous aurons pu tous ensemble apporter à la postérité. Vous avez dit que c'était un centre ou un cercle de réflexion, et je vais reprendre l'abbé Mbelou qui a dit que les stratégies ne vont pas être dévoilées, mais j'ai une petite crainte, j'espère que vous allez du revers du bras l'étayer, et tout à l'heure il a bien relevé, beaucoup de choses sont écrites, beaucoup d'histoires et de faits sont dans les livres, sont dans les différentes publications. Et nous n'allons jamais puiser dedans pour nous en servir et décider d'agir ou nous transformer. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est exactement ce que vous dites. La première chose, c'est nous réapproprier d'abord de notre identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelles sont nos valeurs? Et qu'est-ce que nous voulons? Le Congolais en tant qu'homme, en tant que citoyen, sur sa terre natale, quelle est sa mission? On a parlé de mission. Quels sont ses objectifs? Quels sont nos rapports les uns vis-à-vis des autres? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la politique. J'ai entendu tout à l'heure le pasteur Bobo ressoulever. La question épineuse, c'est toujours celle de l'avenir du Congo sur le plan de la politique. Et j'aime ce que vous dites ici parce que l'avenir ne se définira pas par rapport à la politique, mais d'abord par rapport à la prise de conscience identitaire. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Comment, comme vous l'avez dit ici, nous allons définir les critères qui nous régissent tous ensemble? Sur quelle base? Et donc, le cadre de réflexion va être mis en place. Vous venez de vous annoncer, de vous dévoiler ici. Mais il y a 80 millions d'habitants au bas-mot en République démocratique du Congo. On a parlé de la révolution, on va dire intellectuelle, la révolution des consciences qui doit arriver. Comment transmettre cette révolution à ces 80 millions de personnes? Parce que oui, on a dit que chacun d'entre vous appartient d'abord à des cellules individuelles qui ont des actions dans des axes différents et pour lesquels vous vous êtes conjugués pour mettre en commun vos réflexions. Et il y a un site web dont on vient de parler ici, sur lesquels les gens vont se référer. L'accès à l'information n'est déjà pas offert à tout le monde. Tout le monde ne va pas sur les sites et beaucoup de gens sont désintéressés. Je reviens encore une fois, excusez-moi, à l'abbé Mbelou qui en a parlé quand il a parlé de la danse. Beaucoup de gens préfèrent danser que s'intéresser à des questions centrales. Et donc, c'est comme on a dit, le temps a fait que les consciences se sont appauvries des valeurs essentielles. Comment faire pour toucher ces différentes consciences pour qu'elles se réveillent? Parce que on est à la fin de 2017, nous entrons en 2018, tous les jours, des gens meurent au Congo. Malheureusement, tous les jours, des gens meurent. Tous les jours, le Congolais, où qu'il soit,
a soif de cette révolution qui doit arriver. Beaucoup pensent encore à la révolution politique. La révolution sociale doit arriver, la révolution culturelle doit arriver. Et le travail de fond, parce que tout à l'heure encore, on l'a dit, notre frère a parlé du marathon. Beaucoup de gens perdent aussi l'espoir en se disant « oui, mais ce marathon, ça va prendre combien de temps ?» Or, l'action qui est ici, je pense, est très importante. Et bien que vous n'avez pas l'intention de dévoiler vos stratégies, j'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu sur les mécanismes ou les pensées éventuelles que vous avez déjà réfléchi collectivement pour la transmission de ce réveil, cet électrochoc qui va et qui doit arriver dans les consciences de la population congolaise, où qu'elle soit. Je vous remercie. Qui commence? Ouais, vas-y. Je crois que c'est les Américains qui disent on doit être. Je sais même pas si c'est eux vraiment, mais ils adorent dire cette phrase, mais de manière un peu démagogique, mais qu'on doit être le changement qu'on voudrait voir advenir. Et je crois que c'est Einstein. C'est Einstein non plus, mais il la répète tout le temps. Ouais. Et je crois que c'est peut-être là justement l'idée, c'est de pouvoir insuffler cette idée-là. Parmi les gens que nous touchons, avec qui nous parlons, des gens justement qui ne sont pas que dans cette mégalopole que devient Kinshasa, mais qui se trouvent certainement dans ces lieux où il n'y a pas accès à Internet, et puis voilà. C'est là aussi où nous voulons être, les Kamamabélé, c'est là aussi parfois où nous nous trouvons. Et je crois que c'est vraiment cette idée-là de pouvoir être dans l'échange avec les gens. Et il ne faut pas sous-estimer une chose avec le Congo aujourd'hui. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément besoin, n'ont pas forcément accès à Internet. Mais il y a beaucoup de gens qui ont accès, par exemple, au téléphone. Et vous pouvez parler avec les gens. Vous pouvez parler avec plein de Congolais sur cette étendue-là et avec eux discuter de ces questions-là. Et à l'occasion de quoi? Une maman qui s'en va, un enfant qui va pas bien, parce qu'on est en relation de réseautage avec une telle personne qui va nous amener à une telle personne. C'est vraiment, je crois que c'est cette volonté-là de se dire que nous allons faire en sorte d'être là où justement il n'y a personne. Et c'est pas juste on veut, on peut. Hein. On y va. Hein. On y va vraiment. Et nous ne nous considérons pas, comme a dit Osimo, mais nous n'allons pas tout changer. Nous sommes là en relation avec justement d'autres personnes. Vous êtes venus aujourd'hui, demain vous allez rentrer, vous connaissez peut-être telle ou telle personne, vous allez parler de ce qui s'est passé là, peut-être que ça en touchera une, et ainsi de suite. C'est ainsi que se construisent les chaînes. Vous pourrez parler de cette chose-là parce que vous en êtes convaincu vous-même, vous allez essayer de convaincre les autres. Et ça veut dire quoi? C'est que nous sommes là dans une chaîne de solidarité. Vous avez compris ce que nous voulons faire, ça rencontre votre réflexion aussi, vos besoins aussi peut-être, et à partir de là, vous allez être cette chaîne. Et peut-être que vous n'allez pas adhérer à l'Ikamamabélé, mais par contre, vous allez partir avec cette idée que vous aussi, vous pouvez parler à d'autres personnes. Vous aussi, vous pouvez faire ça. Et vous allez en toucher 2, 3, 4, et puis bon, ce changement, est-ce que, c'est ça aussi la question, est-ce que ce changement a besoin des 80 millions de Congolais? Ils peuvent être préparés mentalement, mais peut-être qu'il faudra une poignée de Congolais pour vraiment faire advenir ce changement. Et après, il y a d'autres choses qui se passeront dans la société. Mais je pense réellement que de se projeter soi-même comme étant le maillon d'une chaîne de solidarité, de partir avec ce genre de discours, d'être présent auprès des autres, c'est ce qui va faire changer les choses. On ne va pas inventer la roue. Hein. Motiver la jeunesse
de 1960. Et cette même motivation, c'est la même motivation aujourd'hui, qui est recouvrir la dignité humaine du Congolais. Le Congolais, sous la période coloniale, était traité comme sous-humain, dans sa propre terre, dans son propre pays, avec ses propres richesses. On tabassait le papa et le maman en public, on violait le maman, on coupait les mains à des gens qui n'avaient pas de culture. Si vous souvenez le discours sur le Lumumba qui parlait de la souffrance de ce peuple. Et c'est que lui, avec le MNC et le PSA, ils ont pu apporter aux masses congolaises ce réveil qui se passait, mais l'articulation de ce réveil, disons que nous devons être dignes sur notre terre. Et il a même gardé ce même message dans son discours de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous sommes en train de voir, de vivre, où il y a une élite congolaise qui vit au pays, qui sont pratiquement aveugles de la souffrance du peuple. Ils ne comprennent pas que le peuple n'a pas accès à l'électricité, aux besoins nécessaires. Ils sont foutus de l'inflation, ils sont foutus des guerres. Je ne sais pas comment. Il y a des nuits que je passe, même je ne parviens pas à dormir, juste en pensant à ce qui se passe au Cap-Vert. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des millions de personnes qui étaient dans leur maison, qui ne sont plus dans leur maison, ils sont devenus des réfugiés en Angola, et qui n'ont pas accès à la nourriture. Combien d'entre nous dans cette salle-là, là où nous sommes, on veut passer un mois sans manger la nourriture? Juste penser à ce concept-là. Et que nous devons apprendre les organisations internationales pour amener la nourriture à nos frères et sœurs qui ont été déplacés. C'est là pour dire que le Congolais ou la Congolaise n'est plus vu comme un humain. Et cette dignité humaine n'existe plus. Et c'est le message que Likama Mabele est en train d'amener. C'est ça qui va allumer le peuple. Nous sommes en train de dire que nous payons sur place parce que nous ne comprenons pas qu'il y a un système global qui fait que le Congo, on ne considère pas qu'il y a un peuple qui vit sur cette terre. Que cette terre est centrale pour la globalisation. Aujourd'hui, on parle du cobalt et de l'eau. Le Congolais ne sait même pas ce qui se passe avec le cobalt. Le Volkswagen décide, dès 2022, ils auront toutes leurs voitures qui seront des voitures électriques. Et le Congo est le premier producteur de cobalt. Mais personne n'en parle, personne ne voit comment le déplacement de peuple dans le Tanganyika est lié aux ressources là. Donc si nous amenons cela, c'est ce que nous avons déjà. Une petite histoire. Au peuple congolais sur terrain, qui est déjà, il faut qu'on soit clair, le peuple congolais sur terrain est déjà prêt, est déjà révolté, agit déjà, met leur vie en danger, et nous apportons un plus sur ce qui compte. Donc, disons, l'importance de la culture. Par exemple, même les gens de la mer qui sont en train de suivre cette vidéo, je suis sûr qu'ils sont en train de suivre cette vidéo, se demandant comment ce Congolais décide d'être ensemble et faire des activités. Ce monsieur, de manière qui suit cette vidéo, doit se dire, la puta ne coûte même pas $1000 par mois. Pour aller dans la vidéo, avec le terrain, n'ayez dit ça va dans la gouvernement. Pas Congolais, ça d'accord, là, c'est étranger, c'est pas étranger, parce que les gens. Bon, ça, c'est la dignité qui va venir à cette personne. Disons que
synergie avec eux. C'est pas que nous amenons quelque chose de nouveau à ce parti, ce pas déjà, mais leur permettre de voir que nous pouvons faire la même chose que les jeunes de 1963. Eux, ils ont eu l'indépendance politique. On les tue, on les emprisonnait comme on le fait maintenant. Nous, notre génération, c'est quoi? L'indépendance économique. Et nous démontrons à ce peuple l'importance de notre pays. Pourquoi on doit être libre? Remettre la dignité humaine du peuple congolais. Et c'est ça, je pense, qui va permettre à unifier le peuple congolais. Et la personne ou les groupes ne doivent pas nécessairement dire que je dois joindre Likama Mabele pour être libre. Le message peut passer. Et si ce message passe à travers la République, c'est les Congolais qui décident de se lever et nous aurons apporté notre pierre à cette lutte que nous sommes en train de mener pour libérer notre pays. Merci. Merci Kamal. Et juste une chose à rajouter, comme dit Kamal, les anciens ou nos pères fondateurs se battaient, ils n'avaient pas Facebook. Ils ont trouvé des moyens. Donc nous devons aussi travailler en cherchant des solutions. On va encore prendre quelques questions avant de peut-être clore cette rencontre. Donc merci à tous d'être venus, de nous avoir accompagnés dans ce moment qui était important pour nous et que nous voulons en tous les cas une parole d'espoir pour le Congo, mais une parole d'espoir active, parce que quoi d'espoir actif dans le sens où nous ne voulons pas juste, comme les gens disent, maloba maloba, bongo pe, et puis kosa là, ça c'est ce que nous sommes à Likama Mabele. Tout ça, ça doit être réuni pour qu'on puisse redevenir ces Congolais qui sont pleins de génie, d'inventivité, d'humour aussi. Hein, on rigole quand même bien malgré cette folie des fois qui est la nôtre. Et nous voulons tout simplement redevenir des Congolais avec votre aide et votre intelligence pour qu'on puisse travailler ensemble et puis se tenir la main le jour de cette libération intérieure et également extérieure. Merci beaucoup.